incontestablement les seuls moyens qui permettront d'atteindre nos objectifs. Beaucoup de rencontres sont prévues dans le cadre de cette 38e session, comme l'atelier spécial sur le guichet unique portuaire, un projet qui avance à grands pas au Sénégal. Session extraordinaire de la CEDEAO, troisième jour. Le travail des commissions continue au Parlement. La commission chargée des affaires politiques, paix et sécurité s'est penchée sur plusieurs questions, dont la transparence des élections, la limitation également des mandats, mais surtout la situation en Gambie. Envoyé spécial Ibrahim Andong. Le dénouement de la crise post-électorale en Gambie a presque dominé les débats. Dans cette commission chargée des affaires politiques, paix et sécurité, les députés ont touché du doigt la question gambienne. Les parlementaires de la CEDEAO comptent tout faire pour accompagner le nouveau président. Il y a un premier acte d'accompagnement parce que le fait que le chef d'État et de gouvernement et la commission de la CEDEAO aient permis son installation, son investiture, c'était déjà un premier accompagnement. Et nous allons faire en sorte également qu'il puisse exercer ses fonctions pleinement et que les forces qui ont été déployées puissent rester autant qu'il peut pour assurer non seulement sa sécurité et surtout l'aider à travailler dans la réforme du secteur des forces armées de défense au niveau de la Gambie et également travailler sur les lois fondamentales qui connaissent des insuffisances. Et pour un nouveau départ de la Gambie sur le plan économique, les investissements sont nécessaires pour la relance des différents secteurs. Les premières interventions du nouveau président Adama Barrow vont dans ce sens parce que je crois qu'il a interpellé la communauté internationale par rapport à la crise que vit son pays. Les caisses sont vides, le pays est désorganisé, les bailleurs de fonds, les investisseurs également avaient fui le pays. Et donc la CEDEAO est en train de voir maintenant quel mécanisme mettre en place, une conférence des bailleurs de fonds pour voir un peu étudier tous les problèmes que connaissent ces pays-là et voir ce qui peut être fait. Parce qu'il y va de la stabilité même de l'ensemble de la CEDEAO. Parce qu'un pays qui vit dans la pauvreté, qui est désorganisé, ça peut avoir des répercussions sur les autres pays. Parce que nous savons également que la Gambie est englobée au niveau du Sénégal et que déjà à l'annonce de la crise au niveau de la Gambie, le Sénégal avait accueilli beaucoup de réfugiés. Sur un autre point relatif au terrorisme dans la sous-région, la CEDEAO ne manque pas de stratégie pour faire face au phénomène. We have a terrorism strategy that we are implementing. Le terrorisme qui est un phénomène nouveau. Nous avons d'ailleurs une stratégie antiterroriste à la commission de la CEDEAO, à la CEDEAO. Et cette stratégie, nous l'appliquerons à tous les États. En plus de cette stratégie que nous avons élaborée, nous essayons d'accompagner les États à lutter contre le terrorisme. Accompany our member states in dealing with this menace. La transparence dans l'organisation des élections, la limitation de mandats, entre autres questions, ont été soulevées. Les parlementaires de la CEDEAO comptent donc mettre tous les atouts de leur côté pour relever les défis. 3 nouveaux fournisseurs d'accès à Internet pour d'autres offres, 3 opérateurs également dans le secteur, mais de nouveaux opérateurs mobiles virtuels vont entrer dans le marché au Sénégal, un réseau mobile unique en Afrique, autant de chantiers que le directeur de l'ARTP a décliné à travers un atelier de 3 jours qui s'est ouvert ce matin à Ramdawa. Pour des journalistes spécialistes des questions en TIC, ils ont été plus que servis en 3 jours. Dégroupage, free roaming, MVNO, Sénégal numérique 2025, des projets en cours qui n'ont désormais presque plus de secret pour eux. Les MVNO, les opérateurs mobiles virtuels, comme il en existe dans certains pays développés, on a ce qu'on appelle des opérateurs virtuels qui n'ont pas de leur propre réseau, mais qui s'appuient sur le réseau existant des opérateurs pour proposer des offres aux clients finaux. Les fournisseurs d'accès Internet. Nous sommes en train de compléter, comme je l'ai dit tantôt, l'écosystème des télécommunications au Sénégal en faisant venir 3 fournisseurs d'accès Internet qui vont, au même titre que les opérateurs actuels, fournir l'accès à Internet à ceux-là qui en feront la demande. Les responsables de ces projets ont tour à tour fait face aux journalistes pour des séries de présentations et d'échanges. Sur le free roaming, on retiendra en espace la CEDEAO, un objectif, facturation au même tarif que le pays d'origine, une date, le 31 mars 2017, le terme.
Nous avons commencé avec l'initiative Smart Africa. Ce sont les 5 pays africains que sont le Sénégal, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Vous savez que les communications de roaming sont traditionnellement surtaxées, surfacturées. Ce que nous avons demandé aux opérateurs, c'est quand quelqu'un est en roaming dans un pays de l'espace, qu'il ne paye pas quand il reçoit un appel. Et c'est le cas actuellement. On a demandé également que ceux-là qui séjournent dans ces pays-là puissent être facturés au même tarif que les clients de ces pays. Des nouvelles du projet d'identification, la RTP informe que plus de 14 millions de numéros ont été identifiés, près de 5 millions résiliés. Aux journalistes, les responsables feront aussi savoir que plus de 5000 usagers ont fait la portabilité. Échanger avec les directeurs, les chefs de département de l'autorité de régulation des télécoms et des postes sur des questions relatives à la qualité de service, à la qualité d'expérience dans les télécommunications, au service universel. Nous en avons besoin pour davantage agrémenter nos papiers, nos dossiers. C'est la 3e fois que ces rencontres d'échange et de partage se tiennent avec le Réjotic, réseau des journalistes spécialisés en TIC, journalistes qui ont décidé de rendre hommage à travers un prix au regretté Farba Al-Sansi du service communication de l'ARTP. Un atelier de 3 jours qui a été clôturé hier. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio et ça reste justement dans le cadre de cette transition vers le numérique. Les ondes et le numérique, cela va naturellement de pair. Mais pour l'instant au Sénégal, le médium traîne à se connecter. Les perspectives sont en vue. La radio numérique terrestre devrait être une réalité en 2020. Lamine Touré. Le basculement vers le numérique, c'est pas pour demain à la radio au Sénégal, mais la question passionne les acteurs. En fait, au-delà du technique, le contenu, la bataille en perspective. La concurrence sera beaucoup plus féroce. Maintenant, il appartiendra à ceux et celles qui dirigent ces radios d'insister sur le contenu, les contenus, devrais-je dire, sur la qualité aussi bien de l'information que des programmes qu'ils proposent aux auditeurs. Des questions de système global, vous pouvez prendre toutes les initiatives dans le domaine du numérique. Si maintenant les gens qui vous écoutent ne sont pas dotés un peu de moyens de vous suivre sur Internet, aujourd'hui quels sont les Sénégalais, le nombre de Sénégalais qui sont connectés je ne sais pas les chiffres officiels, sinon de vieux chiffres, mais c'est pas très fameux. Même si le numérique n'est pas encore incorporé totalement au médium, il faut noter tout de même que la radio reste encore très accessible, surtout avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ainsi, l'approche proximité sera bénéfique pour les acteurs. Il faut que davantage qu'on propose, en tout cas pour ce qui est de la radio, ici en tout cas c'est à RFM, c'est une petite religion de toujours faire des sujets de proximité. Il faut se préoccuper du petit déjeuner, si je puis m'exprimer ainsi, des Sénégalais, des auditeurs. C'est-à-dire prendre en compte leurs préoccupations, leurs attentes, fondamentalement, pour pouvoir véritablement les conquérir et les amener à vous écouter. Cette année, la communauté internationale a retenu comme thématique la radio c'est vous, une manière ici de faire de l'auditeur la finalité de toute action de ce canal de communication. La radio n'est pas faite pour celles et ceux qui parlent à la radio, elle est faite pour ceux qui l'écoutent. S'il n'y avait pas d'auditeurs, il n'y aurait pas de radio. Il n'y aurait pas de journaliste de radio. Quand nous interrogeons des personnes ou des personnalités, nous ne le faisons pas pour le simple plaisir de le faire, mais nous le faisons pour la gouverne des auditeurs, pour la bonne information des auditeurs, pour l'éducation des auditeurs. Et donc, qui dit radio, dit auditeur. Donc, la radio appartient d'abord aux auditeurs, sans lesquels elle ne serait absolument rien. La radio numérique terrestre, c'est du chemin à parcourir pour la plupart des États africains, à l'image de la TNT, la RNT
demande une vision à long terme et des moyens humains et financiers à mesure d'accompagner ce qui sera qualifié de changement de paradigme au niveau de la radio. Et pour marquer cette journée mondiale, la Radio Nationale a accueilli d'anciens journalistes qui ont fait ces lettres de noblesse. Ils ont repris le micro pour présenter les éditions de Radio Sénégal à Fantabadji. Marguerite Thiam, journaliste et ancienne présentatrice du journal parlé en langue nationale, et Nyanya Sidibé, journaliste aussi et ancienne directrice du département de l'information et des sports, deux grandes voix jadis de la radio qui signent leur retour à l'antenne. C'est une démarche en quelque sorte de gratitude, de pensée très respectueuse à nos devanciers, à ceux et celles qui ont fait cette radio. Cette société nous recommande de jeter parfois un regard sur le rétroviseur pour leur dire que nous ne vous oublions pas, nous essayons d'assumer une part d'héritage de ce legs. Retrouver le micro plus de 10 ans après, le temps a été certes long, mais les attitudes et les réflexes sont encore là pour ces journalistes qui ont fait les grands jours de la belle époque de la radio. Pas perdu la notion, pour la simple raison que je continue à traduire des textes, je continue à faire des documentaires, je continue à faire des bandes annonces et des spots publicitaires au niveau de la radio comme de la télévision. Donc je ne suis pas restée inactive. J'ai essayé de me souvenir un peu de ce que je faisais il y a 10 ans, il y a 20 ans, et puis je pense qu'on a fait un bon journal, Sadi et moi. À la revue de presse, Mansour Sow, ancien directeur de la radio, pour rendre à ce genre journalistique ses lettres de noblesse. Vu avant était, disons, une sorte de chronique dans laquelle on avait peut-être une sorte de hors-d'œuvre qui donnait envie de manger, qui donnait de l'appétit. On expliquait un peu, on donnait une petite idée de ce que le journal proposait à la vente et ça donnait envie aux lecteurs d'aller acheter ce journal. Ce ne sont même plus des journalistes qui présentent la revue, c'est des animateurs, c'est, disons, ce qu'on peut appeler des journalistes populaires ou, contrairement à ce qui était déterminé dans le passé, où on se contentait de citer la personne qui avait écrit l'article, de citer le nom du journal qui avait publié l'article. Aujourd'hui, c'est le journaliste présentateur qui est la vedette. Il outrepasse l'éthique professionnelle en ajoutant à ce que l'auteur de l'article a écrit sa propre réflexion. Ce n'est plus une revue de presse, c'est un commentaire de presse. Le studio de Radio Sénégal a connu ce jour une ambiance peu habituelle avec des hôtes qui ont marqué leur temps. Au comité d'accueil, Racine Talla, directeur de la RTS. Monsieur le directeur général, vous êtes le directeur général de la radio et de la télévision sénégalaise, mais vous êtes un homme du sérail et vous êtes arrivé de travailler pour cette radio. J'ai commencé mon expérience en radio, c'était une très belle expérience. Mamles Camara et Lamine Touré, aujourd'hui enseignants au CESTI, rejoignent aussi le studio. C'est dans l'humilité qu'on peut s'élever et vraiment réaliser de grandes choses. Des idées, poser des questions, faire un papier de manière à se faire comprendre. Ces anciens se disent nostalgiques des pratiques journalistiques d'antan où l'éthique et la déontologie étaient de rigueur. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de comptes rendus, de couverture d'événements que d'analyse profonde, politique, culturelle, économique des événements. Et je pense que les journalistes gagneraient à avoir ce style de travail qui fait qu'on n'est pas seulement un témoin, on est celui qui non seulement regarde, témoigne, mais explique à l'auditeur, explique au lecteur. La radio doit se battre pour maintenir son standing. Sa place de radio nationale. Je crois que pour cela, il faut une bonne formation de ses employés. Pour cela, il faut que l'État accroisse les moyens. Paris réussi en tout cas pour Radio Sénégal qui a voulu marquer le coup à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la radio. Ce médium qui, malgré les avancées technologiques, reste un outil toujours actuel.
C'est vous, c'est le thème de cette journée internationale de la radio, un thème qui renvoie à l'opportunité de la radio pour les auditeurs. Nombreux sont d'ailleurs ces derniers qui ont changé de camp pour devenir des hommes et des femmes de radio. C'est le cas de doyen Mamadou de la radio Sénégal, fasciné par les prestations du reporter sportif Alassane Ndiaye Alou. Il a pensé prendre le micro et depuis plusieurs décennies, il tient en haleine les auditeurs des rubriques sport de la radio nationale. Retour sur son parcours avec Mamadou Samambawa. De mon point de vue, ceux qui ont été sélectionnés et qui étaient au Gabon, ils ont mouillé le maillot. Mais analyser la participation sénégalaise à la dernière CAN, Mamadou Ly peut se le permettre. Car voilà 52 ans qu'il a taquiné, s'est familiarisé et puis dompté le micro. Je précise tout de suite que je suis enseignant de profession et je servais à Ziguinchor à l'école Tilen Kadior. Et c'est un collègue qui m'a demandé si je n'étais pas intéressé par le théâtre et le théâtre Poulard. Alors j'ai donné mon feu vert et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du théâtre au niveau de la radio. Alors les dimanches quand il y avait le championnat, alors nous étions tous à l'écoute de Alou. Et je dois dire, je pourrais même dire que j'étais subjugué par Alassane Ndiaye Alou. Alors, j'ai demandé à Balawas si je ne pouvais pas apprendre à faire du reportage. Et il a dit il n'y a pas de problème. L'homme à la balance, comme on le surnommait dans une de ses pièces de théâtre, pose ensuite ses baluchons à Dakar. Négocie et obtient sa prestation formation sur le tas jusqu'au couronnement. Nous sommes en 2002. Et c'est là, j'étais à côté de Abdoulaye Diaw, j'étais à côté de Abdoulaye Dabo également. On me laissait commenter comme si j'étais déjà aguerri. Ce qui a poussé même les personnes de dire Anna, oui. Alors je vous propose de vous retrouver. La voix captivante de Mamadou Ly n'est pas faite que pour le foot. Elle était trop belle et trop présente pour cette seule discipline. Il conquiert le studio, dispatche les antennes et trône sur les multiplexes de Radio Sénégal. Et comme j'étais curieux, les sports traditionnels, la lutte, j'ai eu à commenter des séances de lutte à Demba Diop, mais il y a eu le cheval. Son secret d'homme de radio, c'est son cursus et sa formation d'enseignant. Quelque chose que j'ai lu dans les livres de pédagogie, c'est peut-être quelque chose qui est au commun avec la radio, le journalisme. Alors nous, on nous disait, avec nos élèves, il fallait savoir poser de bonnes questions. Raconté par ses jeunes confrères, Mamadou Ly, le doyen, est peint comme une référence. Il est toujours rigoureux. Mamadou Ly, qui chaque fois il essaye de parfaire, il n'hésite pas à nous demander. Des fois ça nous surprend. Lui, plus expérimenté que nous, plus âgé que nous, il n'hésite pas à venir vers nous pour nous demander comment faire ça et ça, qu'est-ce que vous en pensez. Donc c'est une personne très exemplaire, mais nous ne l'acceptons pas, c'est toujours le grand maître. Puisque excellent reporter, hein, ça véritablement il faut le dire, aussi bien sur le terrain qu'en studio pour le dispatching. Alors ça il faut vraiment lui donner en prime, surtout sa connaissance. Moi je l'appelle le battant. Je l'appelle le battant puisque c'est quelqu'un qui est très, très inspiré et dans son travail je l'appelle vraiment le travailleur infatigable. Malgré son âge, le doyen Mamadou Ly reste toujours combatif et persévérant. Il arpente tous les jours les marches de l'escalier du Triangle Sud pour les studios de Radio Sénégal, son terrain de jeu. Nous ouvrons la série sur l'habitat. Se loger à Dakar n'est pas toujours chose facile. Même s'ils parviennent à trouver un appartement, certains locataires se plaignent de difficultés liées, par exemple, à l'étroitesse, au manque d'aération de certains locaux. Notre reporter Seydina
Alioune Fall est allé à la rencontre de deux femmes logées dans un même immeuble et qui, fatiguées des misères qu'elles vivent, espèrent acquérir un toit dans un des pôles urbains de Dakar. Tabara, jeune retraitée, a élu domicile au Mariste. De temps à autre, elle prend les escaliers pour rendre visite à Sindia, une amie locataire. Toutes deux habitent le même immeuble. Installées depuis plus d'une décennie dans ces locaux, les deux femmes ont vu passer plusieurs cohortes de locataires. La fumée qui émane de la cuisine nous poursuit jusqu'au salon et attire notre attention. L'étroitesse des lieux ne permet pas une bonne circulation de l'air et une bonne pénétration de la lumière, déplore la maîtresse des lieux. Vraiment, on est à l'étroit. Et quand tu cuis quelque chose, c'est comme si tu faisais ça au salon. 3 chambres, salon, cuisine, toilette, 150 000 francs CFA, c'est le montant du loyer qu'elle paie chaque mois. Malgré tout, elle ne se sent pas véritablement à l'aise dans cet appartement. La vie de locataire n'est pas toujours aisée. Locaux exigus, manque d'eau, d'aération, pollution sonore. La location comporte des avantages, mais exige parfois des sacrifices, nous avoue-t-elle. Il loue la maison, chaque fin de mois, le gars paye. Le gars, il ne paye pas pour le nettoyage des escaliers, il ne paye pas pour l'eau, notre compteur qui est un compteur général. Ils ne veulent pas payer. On a tous ces problèmes-là, on a tous ce problème-là. Pour sécher, c'est à la terrasse. Et à la terrasse, des fois, on te vole tes habits. Des fois, la lingère est obligée de rester là-bas toute la journée pour surveiller les habits. Donc, c'est pas facile. À quelques mois de la retraite, Sindia caresse le rêve de devenir propriétaire. Comme elle, ils sont nombreux ces locataires qui espèrent qu'avec le programme de construction d'habitats sociaux dans les pôles urbains, ils pourront acquérir un toit décent. Si tout le monde souhaite avoir une maison, que ça soit long et avec les projets de Monsieur le Président de la République, moi je pense qu'on a une chance d'avoir une maison à Diamniadio ou Kounoun, quelque chose comme ça, parce que avec les projets de train, il n'y aura pas de problème de transport. Côté de Diamniadio, c'est mieux, c'est beaucoup plus. Tu auras ta maison, tu seras bien et tout, mais ici c'est un peu difficile. Parce qu'on a, comme M. Macky Sall nous a donné le train rapide, je ne sais pas comment ça s'appelle encore. Le train, il y a les trains, il y a les tatas et tout. Ou bien si tu es véhiculé, tu pourras au moins, si tu as ta maison à toi, tu pourras au moins économiser pour acheter une petite voiture. Tabara et Sindia invitent les jeunes à prendre conscience de la nécessité de très tôt songer à trouver un toit. Elles sont d'avis que la location peut être une bonne chose, mais ne peut être éternelle. S'il faut débourser, autant le faire pour acquérir sa propre maison. De 2 millions dans les années 50, les maisons à loyer modéré sont aujourd'hui acquises à près de 20 millions de francs CFA, un coût multiplié par 10. D'un côté, les populations appellent à une rationalisation des prix, de l'autre, les promoteurs parlent de libéralisation du marché de l'habitat social. Quant à l'État, il fait tout pour encadrer un secteur devenu plus productif que social. L'État compte ainsi ramener le plafond à 10 millions. Voici l'enquête de Luis Bizza. Mode de vie à la SICAP depuis 1958. À l'époque, pour avoir une maison dans le quartier, il y avait plusieurs formules. C'était des logements à location-vente. Donc, il y avait un apport de capital d'environ 200 000 francs. Ouais. Ensuite, il y a des mensualités. Marie est la voisine de Modou. Cela fait 23 ans qu'elle est devenue propriétaire de maison. Pendant 10 ans, elle a payé 9 000 francs CFA le mois. En 1994, j'ai fini de payer cette maison. 2 millions 42. Moins de 3 millions pour une maison à loyer modéré. Les temps ont bien changé. Aujourd'hui, difficile est de l'avoir à ce prix. En 2011, Abdoulahat a dépensé 18 millions pour acquérir un toit à Gibraltar. À mon avis, je trouve ça extrêmement trop cher. Actuellement, avec la crise économique, je pense que vraiment l'État doit revoir le prix des logements sociaux pour favoriser la classe moyenne. En 53 ans, les prix ont grimpé de 16 millions, 2 millions en 1958, 16 millions en 2011. L'écart est visiblement énorme, mais pour l'État,
le plafond reste fixé à 20 millions. En termes de prix, on dit que tout logement dont le prix est inférieur ou égal à 20 millions. Donc le plafond, c'est 20 millions, est considéré comme logement social. Bon, c'est-à-dire ça, c'est un seuil. Mais maintenant, à l'intérieur de ce seuil-là, il y a des variations. parce que tey mënoo yor njaboot nga bëgg a jël xaalis bu takku bëgg ko def ci benn kër après soo ko ci defee ëllëg da ngay war a xalaat lu ñuy dundee. Nous le considérons social, non seulement au regard du prix, mais aussi au regard des conditions qui permettent effectivement de payer ce logement. En tout cas, l'objectif fixé, c'est d'arriver à un logement type 3 pièces évalué à 10 millions. 10 millions, moom ku la sa fay kër nga ko mën a jaay moom. L'un dans l'autre, le citoyen lambda souhaite avoir un toit à moindre coût. L'habitat est social parce que le coût doit l'être aussi. Demain, vous aurez pour la suite du dossier Habitat social, reportage sur le sort des quartiers résidentiels, forme de résidence.e Sacré-Cœur. Des chiffres qui font froid dans le dos. Depuis le début de l'année 2017, plus de 600 accidents ont fait une centaine de morts dans la région de Dakar. La révélation a été faite par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. C'était lors du débat sur la recrudescence des accidents hier soir. Sur cette même chaîne, il a clôturé une série de reportages consacrés à ce fléau. Retour sur quelques séquences marquantes avec Louis Atoba. Par un zoom sur les accidents de la route, le débat est posé. Un débat sur un phénomène destructeur. Dans la région de Dakar, il y a plus de 5000 accidents. Ce chiffre a connu une hausse en 2016 et depuis janvier 2017, dans la seule région de Dakar, on a enregistré 647 accidents et 131 morts. La route fait des victimes et laisse sur le bas-côté des familles dévastées. Je partais en voyage avec mes 4 enfants, mais ils ont tous péri dans un accident. Je suis le seul rescapé. Cet accident m'a beaucoup affecté. C'est tragique. Plusieurs facteurs ont conduit à la recrudescence des accidents. Certains sont créés et adoptés par les transporteurs. Les autocars ont subi des modifications. Ils sont dotés de porte-bagages alors que les textes interdisent le transport mixte. La carte grise ne doit pas être délivrée aux propriétaires. En outre, le nombre de sièges augmente de 14 places dans ces autocars modifiés. C'est de la surcharge légalisée. Constructeur bi xam nga dafa am centre de gravité auto bi yow def nga ci porte-bagages modifié nga centre de gravité bi nga yokk ci ay Versailles. Les transporteurs conscients de l'ampleur du phénomène suggèrent l'élargissement des axes routiers, la révision de la délivrance des titres de transport, le renforcement du contrôle technique des véhicules et la formation des chauffeurs. Les secrétaires généraux des différents syndicats du secteur du transport appellent leurs militants au respect strict du code de la route. Direction Dubaï, où le ministre de la Santé a été primé. Le titre de meilleur ministre lui a été attribué pour récompenser ses efforts dans la lutte contre le virus Ebola. C'était l'un des moments forts du sommet mondial des gouvernements 2017. Envoyé spécial à Dubaï, Oumou Baldé. C'est ici à Dubaï, l'une des plus célèbres villes des Émirats Arabes Unis, que le ministre de la Santé du Sénégal a été distingué. Le sommet mondial des gouvernements lui a décerné le titre de meilleur ministre sur une centaine dans le monde. Professeur Awa Marie Kolsek a été récompensé pour ses efforts dans la mise en œuvre de la politique de santé de son pays, mais aussi et surtout dans la lutte contre Ebola. C'est le vice-premier ministre des Émirats Arabes Unis, par ailleurs souverain de Dubaï, qui est chargé de lui remettre la récompense. Le fait d'avoir été primé, bon, ça veut dire au retour remettre encore tout le monde au travail et dire voilà, tout le monde pense ceci, le monde se rend compte que nous faisons beaucoup d'efforts, donc il faut encore en faire plus. Et voilà, ce sera sans doute plus difficile encore. Un trophée qu'elle présente fièrement au président de la République qui lui a permis de mener à bien la politique de santé du Sénégal. Je pense que ça n'étonne personne aujourd'hui que le professeur Awa Marie Kolsek ait été désigné meilleur ministre dans la gouvernance
je ne dirais pas médicale, mais dans la gouvernance du bonheur. Parce qu'il s'agit pour le ministère de la Santé d'assurer le bien-être. Et les politiques qui ont été mises en place par le président de la République ont trouvé écho chez les populations parce qu'il y a eu un ministre qui a utilisé le fast track. C'est-à-dire qu'il a utilisé les stratégies les plus innovantes pour atteindre les objectifs les plus pertinents. Une fierté pour le Sénégal et l'Afrique, parce que vous savez que ce sommet auquel participe le président Macky Sall regroupe un certain nombre de grands décideurs politiques notamment, et que ça soit le moment choisi et l'instant choisi pour remettre une distinction aussi méritée à notre ministre de la Santé ne peut que montrer au Sénégal la voie qu'il faut suivre. Cette distinction du Sénégal a été l'un des faits majeurs du sommet mondial des gouvernements 2017 de Dubaï, un rendez-vous des décideurs pour plancher sur des questions de développement, part belle et faite aux pays émergents, dont le Sénégal. Journée régionale de la santé de la région de Tambacounda, une initiative de la région médicale pour trouver des solutions aux récurrents problèmes notés dans cette partie du Sénégal. Cette première édition a été présidée par le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Tiens, reviens. Un hôpital régional, 7 districts sanitaires, un centre de santé, 102 postes de santé. Voilà le dispositif sanitaire mis en place pour prendre en charge les malades des 4 départements de la région de Tambacounda. Quand il faudrait, à travers une charrette, qu'une femme se déplace pour venir, cela pose énormément de questions. C'est pourquoi, dans le cadre du PUDC, il y a un lien entre des routes bien faites qui permettent le transport des femmes aux lieux de santé, aux hôpitaux, que c'est une chance qui est donnée pour qu'elles puissent donc connaître la vie. Votre décision d'organiser ces journées est une décision importante. Depuis plusieurs années, beaucoup d'efforts sont déployés par l'État, les partenaires au développement et les autorités locales. Objectif, réduire de façon drastique la mortalité maternelle, infantile, les cas de paludisme, de malnutrition et le taux de prévalence du VIH-Sida. Nous avons un comité technique restreint qui suit les décès maternels avec le pédiatre, avec le gynécologue, avec la maîtresse sage-femme, avec la directrice, avec le médecin de région, avec le médecin de district. Nous évaluons chaque mois, depuis 2 ans, nous faisons le travail et nous faisons le feedback aux médecins de district par rapport à l'issue des accouchements pour les femmes qui sont référées. À Maka, Goudiri et Kompenting, des structures sanitaires modernes sont disponibles avec un plateau technique très relevé, mais le personnel médical pour assurer les services pose problème. Pour Maka, Koulibantan et Goudiri, nous avons encore des problèmes d'anesthésie. C'est pourquoi même nous sommes en train de réfléchir avec le Centre régional de formation à la formation des infirmiers. Ici en anesthésie, ici à Tambacounda, avec l'appui du médecin anesthésiste de l'hôpital, avec l'appui de la faculté de médecine, en particulier de la chaire d'anesthésie et de l'INDES. Mais depuis plusieurs années, nous butons sur cette question d'anesthésie. Pour suivre l'évolution de toutes ces politiques sanitaires mises en place dans la région, un comité de veille et d'alerte a été porté sur les fonds baptismaux. Aujourd'hui, on note une nette amélioration de la situation à Tambacounda. Et puis du matériel médical et scolaire d'une valeur globale de 132 millions de francs CFA au profit des populations de la commune de Diarher dans la région de Fatick. La cérémonie de réception a eu lieu dans le village de Bicol, d'où est originaire le donateur Moïse Sarr, qui a été appuyé dans cette action solidaire par l'ONG Hôpital Assistance Internationale. Pabounachawa. Effervescence des grands jours à la place publique de Bicol. Il s'agit pour les populations de saluer une action grandeur nature d'un fils de la localité. Un don de matériel médical et scolaire composé de lits d'hôpital médicalisés, de fauteuils roulants, de tables de consultation, d'ordinateurs et d'imprimantes dernier cri et de plus de 600 lampes basse consommation. Le lot de matériel est d'une valeur de 132 millions de francs CFA. Il est destiné aux établissements scolaires et postes de santé de la commune de Diarher. Nous vous assurons qu'il nous sera d'une grande utilité. Merci. L'éducation est une compétence transférée. Moïse ne faut pas oublier l'école. Vous avez agi au cœur des populations. Monsieur, soyez-en remercié. Pour réaliser cette action sociale, le donateur Moïse Sarr a été soutenu par des partenaires, notamment l'ONG Hôpital Assistance Internationale. Vous avez sollicité l'ONG Hôpital Assistance Internationale pour que nous puissions faire un don.
Évidemment, nous y avons souscrit immédiatement. Certes, nous le faisons avec modestie, parce que nous n'offrons que quelques lits, mais nous saurons très probablement nous rattraper et faire des choses un petit peu plus importantes. Un matériel qui va soulager directement les femmes non malades, qui va procurer du sourire à cette femme qui mettra au monde un joli bébé, qui pourra aussi aider, parce que nous avons certes des centres, mais qui ne sont pas malheureusement équipés comme on l'aurait aimé ou bien comme on l'aurait souhaité. Aujourd'hui, il y a un grand pas de fléchi, il y a quelque chose qui est là, et nous exprimons notre reconnaissance, je dirais extrême, notre profonde gratitude. La cérémonie a été aussi l'occasion de sensibiliser les populations de Bicol pour une inscription massive sur les listes pour l'acquisition de la carte d'identité nationale, mais aussi et surtout d'appeler les responsables politiques du terroir à l'union sacrée pour relever les défis du développement. Je veux que tous les fils de Bicol puissent se réunir, puissent se rassembler, travailler ensemble la main dans la main, dans un Niaoul en parfaite harmonie, dans une communauté urbaine, une commune qui s'appelle Djaner, et qu'ensemble nous puissions bâtir cette commune et développer notre territoire avec tout un chacun et tout un chacun d'entre nous. À l'endroit des donateurs, les témoignages de gratitude ont afflué. À leur façon, les populations de Bicol ont montré leur grande satisfaction. 14 associations qui regroupent des journalistes seront désormais logées à la Maison de la Presse. En cette journée mondiale de la radio, ils ont reçu leurs clés des mains du ministre de la Culture et de la Communication, Fatou Sakho. Érigée en 2012 par l'État du Sénégal, la Maison de la Presse est une infrastructure destinée, comme son nom l'indique, à la presse. Pourtant, jusqu'ici, certains de ses membres peinent à trouver un endroit, ne serait-ce que pour se réunir. Et j'ai pensé qu'il n'était pas normal que nous ayons une belle infrastructure de ce genre, que l'Association nationale de la presse sportive squatte du bureau. Le CORED tient ses réunions régulièrement ici, occupe 2 bureaux. Je ne vois pas pourquoi les autres n'en bénéficieraient pas. Toutes celles qui en ont fait la demande ont reçu leur sésame de la tutelle qui, au-delà, invite même les administrations des organes à exploiter l'infrastructure. Il y a 14 associations qui sont là et qui vont bénéficier de ces installations. Même l'administration centrale peut organiser ici ces conférences, ces séminaires, parce que les conditions s'y prêtent. Cette cérémonie, qui a été reportée à plusieurs reprises, s'est tenue ce lundi après-midi en présence d'une dizaine d'associations, même si par ailleurs, certaines ont dénoncé le mode d'attribution de ces locaux. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous mène au siège de l'Organisation internationale pour les migrations et au Pakistan, tout d'abord au Kenya, où 7 représentants syndicaux des médecins ont été arrêtés. Analyse Inyanyamane. Au Kenya, la grève des médecins a pris une nouvelle tournure. Ce lundi, 7 représentants syndicaux ont été arrêtés par les autorités. Ces leaders ont été écroués après avoir été condamnés à 1 mois de prison pour leur rôle dans une grève qui paralyse les hôpitaux publics du pays depuis 10 semaines. Les quelques 5000 médecins du pays revendiquaient une multiplication de leur salaire par 4, conformément au terme d'une convention collective signée en 2013 et qui n'a jamais été appliquée. Plus de 400 morts enregistrés en Méditerranée depuis janvier 2017, selon le dernier rapport de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. En plus de la Méditerranée, des axes comme ceux de l'Afrique du Nord et de la route liant le Mexique aux États-Unis ont été déclarés dangereux par l'OIM. Ils périssent en Méditerranée par noyade ou déshydratation avancée. Les chiffres les plus élevés proviennent de l'Afrique de l'Est. Et enfin, au moins 10 personnes sont mortes ce lundi dans la capitale culturelle pakistanaise. Revendiquée par les talibans, l'attentat a fauché des manifestants de Lahore. L'explosion a aussi blessé une 60aine de personnes. La police a bouclé la zone sur Mall Road, une des principales artères de la capitale du Pendjab, tandis que les témoins s'enfuyaient par peur d'une deuxième explosion. C'est la fin de cette édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.
La météo vous est offerte par Bank of Africa.